Rebonjour à tous, si vous êtes restés avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur le plateau de la matinale de ce lundi 25 septembre. Il nous reste encore une demi-heure de direct à vivre ensemble, une demi-heure d'infos pratiques et d'actu 100% Vendée. Nous parlerons notamment de mobilité douce avec les systèmes prévus pour vous permettre de garder votre vélo dit classique pour en faire un vélo électrique. Nous parlerons également de la première journée nationale du souvenir en hommage au personnel de l'administration pénitentiaire mort ou blessé en service. Nous irons pour cela à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte où une cérémonie s'est déroulée. Et dans un registre bien plus léger, nous découvrirons quelques images des médiévales de Tiffauges, 6e édition. Notre journaliste s'est glissé parmi les quelques 500 figurants présents. Et puis, nous recevrons Alexandre Lenaour pour notre traditionnel journal des sports du lundi. C'est d'ici une petite douzaine de minutes. Mais avant tout cela, voici un petit mot de météo avec ce front chaud peu actif qui gagne la Vendée en début de semaine, apportant un temps bien nuageux. Des crachants seront même possibles à l'ouest. Le vent se fera discret, de direction variable. Et dans l'après-midi, les nombreux nuages s'effacent peu à peu, notamment près des côtes, pour nous offrir une belle luminosité. Le vent continuera d'être discret, pas plus de 15 km/h. Il sera orienté au sud-ouest près de l'Atlantique, mais est à sud-est dans les terres. Et les températures, elles restent agréables en cette fin septembre. Vous le voyez, compter de 24 à 25 degrés pour les maximales de la journée. La marée du jour, la mer est au plus bas à ce moment même, enfin c'était une petite heure quand même maintenant. Elle est en train de remonter tranquillement jusqu'à 14h25, mais notez que les coefficients sont plutôt faibles, donc finalement on ne verra pas trop de différence à l'œil nu. Si jamais on prévoit de faire un petit plongeon dans l'eau, la serviette pourra rester près du bord. Pour les marchés, il y a peu de rendez-vous le lundi, et oui, c'est toujours la même histoire. Cette carte est désespérément vide le lundi, donc les marchés, vous le voyez, ils se situent essentiellement sur la côte, excepté du côté de Benay où vous trouverez donc le marché sur la place du Champ de Foire. Aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Hermane. Alors si comme moi, vous n'en connaissez pas, vous pouvez aussi souhaiter une bonne fête aux Solène, Soline ou encore aux Swan. Et sachez que c'est aussi la journée mondiale du rêve. Elle existe depuis 2017 pour inciter à réaliser ses rêves. Voilà, c'est maintenant à vous d'y réfléchir très fort et de décider ce que vous allez réaliser aujourd'hui. Le soleil, il est levé depuis 7h56. Il se couchera ce soir à 19h57. Et oui, nos journées continuent d'être comme ça, doucement grappillées. Mais c'est pas grave, c'est l'heure de passer au journal. Et on démarre avec des nouvelles de la boulangère Mini Transat qui n'a pas pris le départ ce dimanche comme prévu initialement. La faute à la météo. Le départ de la première étape, 1350 milles entre les Sables d'Olonne et Santa Cruz de la Palma, se fera finalement ce lundi à 13h30. Les conditions au large des caps Ortegal et Finistère restent toutefois très engagées avec 3 mètres de mer et entre 20 et 28 nœuds de vent attendus. L'ajout d'un waypoint supplémentaire contraindra les solitaires à rester le long des côtés espagnols où les conditions seront normalement plus maniables. La semaine dernière, c'était la semaine européenne de la mobilité, l'occasion de mettre en avant les mobilités douces et durables. Les vélos électriques sont une véritable alternative aux voitures, d'autant que le département compte pas moins de 1800 km de pistes cyclables. Et oui, ça laisse de quoi faire. Mais ce n'est pas toujours facile d'investir ou de se séparer de son vélo dit classique. C'est pourquoi certaines entreprises ont développé des kits d'électrification. Les communautés de communes proposent d'ailleurs des aides pour investir dans un vélo électrique. On fait le point avec ce reportage de Colline Davy. Garder son vieux vélo en profitant de l'électrique, c'est désormais possible. C'est assez simple. Vous avez un support à fixer avec 2 vis, un câble à placer et attaché avec du serre-joint et du rilsan, et après une roue à monter, où dans l'idée c'est bien conserver tout ce qu'on peut conserver, d'étendre la durée de vie du vélo au maximum, et en apportant le service, ce qu'on appelle l'upcycling en plus, donc qui est d'électrifier le vélo. Donc les clients qu'on voit, c'est tous ceux qui ne trouvent pas oreille dans la grande distribution en fait, du vélo. Pour un tandem dont les propriétaires vieillissent ou un vélo adapté à sa taille, ce kit d'électrification s'adapte aux besoins peu ordinaires et toutes les raisons sont bonnes pour y passer. Parfois pour faire ces kilomètres,
c'est quand même absurde de prendre sa voiture, parce que c'est assez loin pour prendre le véhicule, mais c'est assez proche pour prendre un vélo aussi. Ça pouvait nous intéresser pour mettre sur des vélos anciens qui pouvaient être très pratiques pour aussi des problèmes de santé. Dès qu'on part de la maison, on fait 200 mètres, on a tout de suite une montée. Donc ça m'a freiné beaucoup pour faire du vélo. Donc quand j'ai vu cette solution d'électrifier le vélo à un prix qui reste somme toute correct, ça incite à conserver le vélo. Dans le meilleur des cas, comptez 30 minutes et 650 €. Si l'installation du kit reste moins chère que l'achat d'un vélo neuf, elle n'en reste pas moins un investissement. Alors pour aider au financement, certaines collectivités proposent un coup de pouce comme à Vie et Boulogne. 700 bonus vélos ont déjà été octroyés. Nous avons souhaité encourager l'achat de vélos à assistance électrique pour faciliter les déplacements. Alors, surtout, nous, on est sur les déplacements du quotidien et notamment les déplacements domicile-travail. D'autres collectivités du territoire proposent le même genre de bonus. L'État dispose également d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Mais pour passer à l'électrique, encore faut-il savoir tout ce qui existe. Oui, alors ça c'est du 26 pouces. On essaie d'approcher le maximum de mairies, d'agglomérations, de collectivités pour pousser le kit. Tout le monde ne connaît pas encore cette techno, donc c'est quelque chose qu'il faut encore montrer et prouver. La route vers la mobilité douce est encore longue. En Vendée, seuls 4% des salariés dont le lieu de travail est à moins de 10 km utilisent leur vélo. Plus insolite, la communauté de communes du pays de Chantonnay a organisé une collecte mutualisée de papiers confidentiels. Alors il s'agit de factures, de devis, de fiches de paye ou de documents qui nécessitent en tout cas un certificat de destruction. Ce sont donc des documents qui ne peuvent pas être jetés dans la filière classique du papier. Une trentaine d'entreprises ont déposé 20 mètres cubes de papier sur le parking du centre Leclerc de Chantonnay pour cette collecte. Une collecte qui répondait donc à une véritable demande. On avait déjà organisé il y a 2 ans une collecte de matériel informatique auprès des entreprises qui avait aussi bien fonctionné. Et là, le concept et l'idée, c'était plutôt vis-à-vis des entreprises, comme on avait eu pas mal de demandes individuelles sur la collecte de papier et que les petites entreprises n'ont pas forcément la possibilité de traiter en fait ce papier-là et du coup stock des mètres cubes, comme vous pouvez le voir derrière moi, de papier, c'était de proposer une collecte vraiment globale, mutualisée, ouverte à tout le monde. Le 22 septembre, c'était la première journée nationale du souvenir en hommage au personnel de l'administration pénitentiaire mort ou blessé en service. À la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, une cérémonie s'est déroulée. C'était la première fois. La date du 22 septembre n'a pas été choisie au hasard puisqu'il s'agit de la date du décès de 2 personnels âgés de 25 ans lors d'une prise d'otage à la maison centrale de Clairvaux. C'était en 1971. Une journée qui permet de mettre en lumière le travail des 65 agents du département répartis entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, mais aussi de parler des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les décès ou les meurtres sont plutôt rares dans nos établissements pénitentiaires. Par contre, les agressions sont quotidiennes, quasiment. C'est aussi un message destiné à la population, destiné à faire connaître l'administration pénitentiaire. Voilà, je pense que ça fait partie du message envoyé. Dans le département, il y a 2 établissements, Fontenay et La Roche-sur-Yon. Moi, La Roche-sur-Yon, l'établissement ne permettait pas de mettre en place cette cérémonie. Ça aurait nécessité une mise en place différente. On a choisi Fontenay cette année. L'année prochaine, ce sera sur La Roche-sur-Yon. Du centre pénitentiaire au cachot médiéval, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement dans ce journal. On change complètement d'ambiance avec la 6e édition des médiévales de Tiffauges. C'était ce week-end. Un nouveau succès avec plusieurs milliers de visiteurs plongés en immersion avec les quelques 500 figurants issus de toute l'Europe. Ils ont proposé des reconstitutions plus vraies que nature. Anaïs Escalona, équipée de sa caméra moderne, était un petit peu détonnante dans ce paysage, mais c'était pour nous ramener ces images. Pour ce passionné d'histoire, c'est bientôt l'heure de partir au combat. Avec ses 25 kilos d'armure sur le dos, le risque de blessure n'est jamais très loin. Là, j'ai une petite cicatrice. J'ai pris un coup d'épée dans la gueule. Donc 8 points de suture, 3 heures à l'hôpital de Lannion. Cette année, l'événement se focalise sur l'histoire d'un personnage emblématique de l'histoire de France, Bertrand du Guesclin, le chef des armées au XIVe siècle.
C'est donc l'occasion de voyager à travers le temps, du marché médiéval aux démonstrations d'artisans de l'époque. Cet événement semble avoir conquis les visiteurs. Je suis de Nantes, tout simplement, je suis pas loin, mais j'ai jamais eu l'occasion et on parle beaucoup de Tifauges. Donc là, c'était effectivement une occasion de découvrir ce site qui est magnifique. Franchement, ouais, on reviendrait. Ouais. On reviendrait, franchement, l'ambiance est superbe. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, donc c'est assez serré niveau timing. Donc, notamment les combats, et puis par exemple, le dimanche soir, on sait qu'il y a la bataille, donc c'est vrai qu'on ne sera pas là demain, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Ouais. Pour l'organisateur, le choix du lieu des médiévales représente tout un symbole. Alors ce château, il est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet d'envisager pour les prochaines années le siège du château. Ça veut dire de faire un projet qui n'existe pas en Europe, faire le siège en vrai d'un château avec de l'artillerie, des machines de guerre et tout ce qu'on peut imaginer. Le projet, c'est ça, et on va mettre 10 ans à le faire, mais on va le faire. L'idée, c'est de faire quelque chose à 25 km du Puy du Fou qui soit de très bon niveau et qui dure dans le temps. Au total, ce sont près de 20 compagnies françaises et européennes qui ont pris possession des 3 hectares de ce château. Allez, on ouvre notre page sport avec du handball. Gien-Pouzauges, c'était l'affiche de la 3e journée nationale 1 masculine qui a encore vu, une défaite de Pouzauges. Ces derniers menaient d'1 point à la mi-temps, mais ils se sont fait remonter en deuxième période avec des joueurs de Gien plus accrocheurs, ce qui leur a permis de déborder Pouzauges. Alors que le score est à 20-20, Gien, qui ne joue plus qu'à 5 pendant 2 minutes, marque pourtant 3 buts consécutifs. De quoi déstabiliser Pouzauges qui laissera ensuite le match lui filer entre les doigts. Score final, Pouzauges 26, Gien, 29. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui se met dans notre jeu, on a tendance vite à dérailler. Comme une équipe qui est peut-être en construction, qui est peut-être jeune, qui a du mal à se trouver dans les bons moments se trouve, mais dans les mauvais moments a peut-être plus de mal. Et c'est dommage parce quand on avait 3 buts d'avance, à ce moment-là le match bascule, ils reviennent, ils passent devant et ils gagnent logiquement. Et oui, logiquement. Et on enchaîne avec du basket. Samedi soir à 20h se jouait aux Oudéry l'ouverture de la Ligue féminine de basket. La Roche Vendée Basket recevait les championnes de France en titre de Lyon-Asvel. Et les Vendéennes ont parfaitement lancé leur saison par une victoire 66-58. Rien ne laissait pourtant présager un tel succès puisque le RVBC était mené de 13 points pendant le premier quart-temps. Les Tigresses sont ensuite revenues à hauteur avant de prendre les devants pour mener 31-30 à la pause. Les joueuses de Manu Body ont ensuite maîtrisé la deuxième période, sécurisant ainsi le premier succès de la saison. Meilleure marqueuse du match, la lyonnaise assistant Koné avec 20 points au compteur. À noter enfin la très bonne prestation de Tiffany Clark du RVBC également, qui termine à 24 d'évaluation. On continue avec du football. L'ESO Football recevait CA Paris au stade Saint-André-d'Ornay dimanche. C'était la 2e journée de National 3 féminine et l'ESOF a remporté son second match 4-1. Après une première mi-temps durant laquelle les Ornésiennes sont à la peine. Elles terminent pourtant les 45 premières minutes en marquant leur premier but sur pénalty. Elles vont finalement dominer la deuxième mi-temps malgré un but de Paris en marquant à leur tour leur deuxième but. Et puis le troisième à nouveau sur un pénalty. Un début de match très, très compliqué, avec une équipe qui est venue nous harceler dès le début et on a été mis en difficulté. Mais ce qui est un peu le charme du foot, c'est qu'on mène 1-0 à la mi-temps sur un penalty. Je les ai un petit peu secoués à la mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps était bien mieux, en tout cas dans le contenu. Ça a été assez équilibré. L'entrée de Astou Ngom aussi nous a fait énormément de bien. Elle a tenu les ballons et puis elle a marqué aussi 2 buts. Donc après 2 journées, on a 2 victoires. On est évidemment content de ça. Mais oui, évidemment qu'on est content de ça. Voilà en tout cas ce que l'on peut dire pour l'actualité du jour. Et on termine avec les prévisions météo détaillées de ce lundi matin. Une météo un petit peu mitigée, avec des nuages et parfois même un peu de crachant sur les côtes. Oui, mais il faut un peu d'eau, vous me direz. Eh bien, allons-y. Du côté des températures, elles restent plutôt douces, notamment sur l'extrême nord-ouest du département. 18 degrés sur l'île-Dieu, ce sera agréable. 16 du côté de Beauvoir. Dans les terres, en revanche, on va enfiler sa petite veste.
temps avant de partir ce matin. Comptez 11 degrés à La Roche-sur-Yon, à Montaigu ou à la Châtaignieraie, 10 à la Tranche-sur-Mer. Le vent de 10 à 15 km/h maximum soufflera de nord-ouest sur le littoral nord, ce qui nous donnera ce petit vent un petit peu frais qu'on pourra ressentir. C'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, on retrouve Alexandre Lenaour pour notre traditionnel journal des sports du lundi. Alexandre Lenaour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Diane. Alors, on va parler sport, évidemment. On va commencer avec du basket. Exactement, avec un gros match qui avait lieu au Zoudéry samedi soir. C'était l'ouverture de la Ligue féminine. Le RVBC était opposé aux championnes de France en titre de Lyon Asvel. Et ce que l'on peut dire, bien, c'est que les Vendéennes ont parfaitement entamé leur saison. Un succès 66-58 face aux Lyonnaises. La Roche, pourtant malmenée en début de match, laissée à -13, puis à 10 longueurs à la fin du premier quart-temps, avant 10 minutes bien plus convaincantes. Le RVBC surclasse ensuite son adversaire du soir avant la pause et mène d'une longueur 31-30 après 20 minutes. En deuxième période, les joueuses de Manu Body vont conforter leur avance, +9 dans le dernier quart. Et malgré un léger mieux côté Asvel, le RVBC ne lâche pas et maintient son avantage pour décrocher donc un premier succès de la saison 66-58. On reste dans le basket, on aime ça le basket ici, avec chez les hommes de la nationale de masculine pour la 3e journée de championnat. Saint-Georges de Montaigu recevait Pornic. On adore ça, le basket Diane. Évidemment. Et c'était le deuxième match à la maison pour Saint-Georges face aux voisins Pornic qui avait gagné d'ailleurs ces 2 premiers matchs. Les Vendéens maillot jaune et noir réalisent une bonne entame. Les Georgeois répondent aux attaques de Pornic et font la course en tête. +9 après 10 minutes, 26-17. Très sérieux et appliqué au shoot. Saint-Georges de Montaigu maintient un gros rythme dans le deuxième quart. Après 20 minutes, les locaux ont déjà inscrit la bagatelle de 56 points et mènent de +20, 56-36 à la pause. Les Pornicais sont acculés en défense et trop maladroits en attaque. Les Vendéens gardent leur confiance dans un troisième quart plus équilibré, 24 points d'avance avant d'entamer les 10 dernières minutes. Une fin de partie où le rythme est donc moins dense et où Pornic tente de réagir, mais les visiteurs sont déjà loin à la marque. Saint-Georges n'a pas besoin de forcer en fin de match pour s'imposer. Succès 93-74 et une victoire qui permet aux Georgeois de passer devant leurs adversaires du soir au classement en 5e place. La réaction du coach Paul Ravon, réaction recueillie par Ambroise Robert. On a été vraiment sérieux en première mi-temps. On a bien mis le plan de jeu en place, de l'adresse. On met 56 points en première mi-temps, donc voilà, c'est bien. Deuxième mi-temps un peu plus timoré, un peu moins de rythme, ce qu'on avait su mettre en première mi-temps. Dans l'ensemble, un bilan très positif, on a un goal average intéressant contre, je pense, une équipe qui se battra avec nous en fin de saison. On est rentré tout de suite dans le rebond, dans la défense, ce qui derrière, ça nous laisse des espaces pour courir et ça, là-dessus, on est fort. Et on adore aussi le handball, Alexandre. En National 1 masculine, on jouait aussi la 3e journée ce week-end. Pas de jaloux, on va parler à peu près de tous les sports de toute façon. C'est chouette. Et ça, c'était samedi soir à la salle de l'Étoile. Diane, après 2 défaites, Pouzauges est déjà lanterne rouge et avait besoin d'ouvrir son compteur, et surtout son compteur de victoire en ce début de saison, d'autant que Gien n'avait pas non plus gagné depuis le début du championnat. Un début de partie très accroché entre les 2 formations, le PVHB, vous le savez, en noir et Gien en orange, un peu timoré dans les premières minutes. Les Pouzauges prennent le score un peu avant le quart d'heure de jeu, 7-6, une avance que les Vendéens parviennent à conserver jusqu'à la pause. 14-13, les hommes de Steve Berger semblent alors avoir la rencontre en main. 3 buts d'avance à la 37e et devant à la marque 17-14 avant un énorme trou d'air. Pouzauges va encaisser 6 buts en 6 minutes. Le PVHB est relégué à 3 longueurs menées 20-17. La grinta des Vendéens va pourtant payer. Pouzauges revient à 20 buts partout. Mais bis repetita, en infériorité numérique, Gien va pourtant marquer 3 fois coup sur coup et mener 23-20 à moins de 10 minutes du terme. Un écart que les Pouzogènes parviendront plus à combler dans une fin de match pourtant très accrochée. C'est bien Gien qui repart de l'Étoile avec 3 points et 3e défaite de rang pour Pouzauges qui s'incline 29-26. Un résultat dommageable pour Steve Berger, le coach des Vendéens. On l'écoute au micro de Sandrine Pelletier. C'est un match qu'on avait en main et qu'on a lâché. C'est fort dommageable de ne pas avoir pris les 3 points et la victoire ce soir. Maintenant, là qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui se met dans notre jeu, on a tendance vite à dérailler. Comme une équipe qui est peut-être en construction, qui est peut-être jeune. C'est dommage parce qu'on avait 3 buts d'avance. À ce moment-là, le match bascule. Ils reviennent, ils passent devant et ils gagnent
logiquement. Alors moi je suis un petit peu moins foot. Preuve en est, j'écorche depuis tout à l'heure le nom de la Roche ESO. Ils affrontaient ce week-end pour la deuxième journée de D3 féminine les CA Paris 14. Exactement, et on prend la direction donc du stade de Saint-André-d'Ornay. Vous l'aurez deviné, les Ornésiennes retrouvaient leur public hier dimanche après-midi avec l'envie de reprendre à 3 points à nouveau après le carton de la semaine dernière, 9-2 face à 3. Et si ce sont les Parisiennes en noir qui se montrent les plus dangereuses à l'approche de la pause, vous le voyez ici, Mélanie Goutard va prendre le côté droit, s'emmener dans la surface, faute de la défenseuse adverse, pénalty pour la Roche transformée par Emma Guyard. Le SO mène donc contre le cours du jeu, un peu on peut le dire, à la mi-temps d'un but. 60e minute, Anouk Lenay dans les cages ornésiennes à la passe pour Camille Elie-Sèche, mais la défenseuse va perdre ce ballon. Leïla Kadri s'en saisit, ouvre parfaitement son pied pour égaliser dans ce match un partout. Entrée en jeu à la pause, Astou Ngom va se mettre en valeur, butant d'abord sur la portière parisienne avant d'être à la réception de ce centre venu de la droite, profitant de la mauvaise inspiration de la gardienne. Ngom plante le but du 2-1. La Roche gère et se crée une ultime occasion, encore avec Ngom, lancé en contre et touché dans la surface par la gardienne. Ngom va s'occuper de la transformation et contre-pied parfait pour sceller le succès des Siennes. 3-1 et deuxième victoire de rang pour le SO. Je vous propose de retrouver l'entraîneur des Ornésiennes, Anthony Gauvin. Il était avec Sandrine Pelletier. Un début de match très, très compliqué, avec une équipe qui est venue nous harceler dès le début et on a été mis en difficulté. Mais ce qui est un peu le charme du foot, c'est qu'on mène 1-0 à la mi-temps sur un penalty. Je les ai un petit peu secoués à la mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps était bien mieux, en tout cas dans le contenu. Ça a été assez équilibré. L'entrée de Astou Ngom aussi nous a fait énormément de bien. Elle a tenu les ballons et puis elle a marqué aussi 2 buts. Donc après 2 journées, on a 2 victoires. On est évidemment content de ça. Parlons rugby, incontournable en ce moment évidemment, mais cette fois-ci ça se passe du côté des Sables d'Olonne où le RC Sablais rencontrait Choret. Et le coup d'envoi c'était 15h15 hier après-midi, stade de la rue de l'Air, un RC Sablais qui voulait confirmer sa bonne entame et enchaîner un deuxième succès de rang. Les Sablais en maillot azur et rayures blanches n'ont pas vraiment tremblé dans ce match, c'est un euphémisme, un match abouti où Choret n'aura marqué que 3 petits points sur cette pénalité transformée ici en début de rencontre. Le premier dynamiteur côté Sablais, c'est Inoké Naisilisili qui vient aplatir ce premier essai à la 24e minute. Simoni Nabarro va suivre 6 minutes plus tard sur cette percée dans la défense adverse. Naisili qui va s'offrir un doublé ensuite sur cette portée de balle. On est de nouveau sur le côté gauche à la 33e minute. 3 pénalités converties et 5 essais dont 4 transformés côté Sablais. Cela fait déjà 42-3 à la mi-temps. L'addition est lourde pour Choret et la deuxième période ne va rien arranger. 4 nouveaux essais inscrits par les Vendéens avec un essai de pénalité. Un match abouti et plein de réussite pour le RC Sablais qui s'impose donc très largement 73-3. Je vous propose d'entendre la réaction du coach du RC Sablais, Benjamin Chaube, au micro d'Ambroise Robet. On est content parce qu'on se méfiait énormément de cette équipe de Choret qui l'année dernière nous avait posé de gros problèmes. On se rappelait qu'à domicile on a gagné que 8-3 et on avait aussi gagné là-bas mais 18-22. Aujourd'hui je crois qu'on s'est bien préparé pour ce match et on a eu pas mal de réussites et ça c'est plaisant. Donc je crois que c'est une des premières fois que le club met autant de points sur un match. Maintenant on veut quand même ne pas se contenter de ça, continuer à être exigeant parce qu'il y a plein de points à améliorer mais voilà c'est bien, le job est fait. Et puis pour terminer, Diane, un petit mot de voile pour conclure ce journal des sports. Vous le saviez, hier devait se tenir le départ de la 24e édition de la Mini Transat depuis les Sables d'Olonne. Initialement prévu à 14h, le départ a été reporté en raison de trop mauvaises conditions météo annoncées pour la journée de mercredi au large du Cap Finistère, puisque c'est là que passeront les skippers de la course. La bonne nouvelle, c'est que le départ, c'est prévu aujourd'hui, lundi, à 13h30. Les 90 marins de la classe 650 prendront donc la direction de La Palma aux îles Canaries avant de rallier à la fin de cette course Saint-François et ce sera en Guadeloupe. Et oui, à noter que les conditions sont prévues quand même assez costauds. Très coriace. Waypoint devrait d'ailleurs normalement permettre aux solitaires de rester le long des côtes espagnoles où les conditions seront normalement un petit peu plus maniables. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sportives. À la semaine prochaine. Merci Diane. Et puis on vous retrouve à 85 chrono très bientôt. Mais c'est ça, on suivra ça, le départ évidemment de la Mini Transat et toutes les infos, tous les résultats, les classements ce soir dans 85 chrono. Et bien voilà, rendez-vous est pris. Merci Alexandre Lenaour. Il est temps de passer à notre jeu.
Et il y aura non pas un gagnant, mais bien 2 cette semaine. Et ils remporteront chacun 2 entrées pour la 15e édition du festival Mélusical. Alors ce festival, ça se passe du 14 octobre au 12 novembre. Un festival de musique classique, jazz, world. Les plus grands noms de la musique seront donc présents en Sud-Vendée. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site internet melusical.com. Vous êtes à ça de gagner ces places. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Quel label vient d'obtenir le pays des herbiers? Pour vous aider, eh bien, il y a déjà les images qui sont actuellement à votre écran. Et puis, si besoin, un petit indice. Allez, ça peut toujours servir. Le voici, cet indice. C'est un label qui a été demandé par le pays des herbiers. Je vous laisse cogiter un petit peu. Et puis, si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, sachez que vous pouvez trouver tous les indices de la semaine sur notre site internet tvvendée.fr. Et c'est également là que vous pourrez jouer pour remporter donc les places à ce festival. Il est temps de nous quitter. Eh ben oui, ça passe vite, 2 heures, dites donc. On se retrouve demain à partir de 7h pour une nouvelle matinale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt sur TV Vendée.